Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qui anime Laurence de Gaspari. C'est la méditation de pleine conscience. Laurence est la présidente de l'association Enfance et Méditation. Elle anime également des ateliers pour les enfants à l'école et s'occupe du pôle éducation de l'association Initiative Mindfulness France. J'ai découvert Laurence en écoutant son interview sur Grand Bien vous fasse sur France Inter et j'avais envie de l'interviewer à mon tour pour qu'elle nous décrive ce qu'est la méditation de pleine conscience et comment cela peut améliorer l'attention des enfants. Donc Laurence a commencé par expliquer ce qu'est la méditation de pleine conscience, puis elle nous a parlé des différentes formes d'attention, des supports attentionnels qu'elle utilise avec les enfants. Et contrairement aux apprentissages où les enfants essaient toujours de faire mieux, de se dépasser, la mindfulness, c'est observer son expérience. Il n'y a rien à réussir. Tout ce que l'on ressent est le bienvenu. Donc ce n'est pas un outil de discipline ou de performance. C'est un épisode qui sort de l'ordinaire, je trouve, et qui donne envie d'explorer cette pratique à titre personnel. Puis peut-être aussi ensuite avec les enfants dont on s'occupe. Je laisse place à ma conversation avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast. J'ai eu la chance d'écouter votre interview sur un épisode de Grand Bien vous fasse de France Inter. Et voilà, je me suis dit que tous les trésors que vous avez à partager pourrait enrichir les auditeurs qui écoutent ce podcast. Merci pour cette invitation. Est-ce que vous voulez commencer par dire quelques mots sur votre parcours professionnel ? Oui, je suis, on appelle ça instructrice de méditation de pleine conscience pour les enfants. J'ai d'abord été formée au MBSR, au protocole MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, la réduction du stress basé sur la pleine conscience, qui est un programme de 8 semaines sur la méditation de pleine conscience. J'imagine qu'on va rentrer dans le détail après de ce dont il s'agit. Et ensuite, je me suis spécialisée pour transmettre et partager la méditation de pleine conscience aux enfants et aux adolescents. D'abord avec la méthode Eileen Snell, qui est l'auteur du livre « Calme et attentif comme une grenouille ». Et puis j'ai suivi d'autres formations comme la formation Mindful Up de Cogitose de Jeanne Siofachin et la méthode Peace de l'AME de Candice Marot. Et j'ai co-créé l'association Enfance et Attention, dont je suis présidente, qui est une association pour le développement de la méditation de pleine conscience, ou mindfulness, ou pleine présence, ou présence attentive. Il y a beaucoup de synonymes, on y reviendra aussi, auprès des enfants et des adolescents. Et également co-créer le think tank Initiative Mindfulness France pour la sensibilisation des politiques aux bienfaits de la méditation de pleine conscience
et en particulier dans 4 domaines qui sont la santé, l'éducation, le monde du travail et la justice. Et je suis en charge du pôle éducation au sein de l'initiative Mindfulness France, dont je suis administratrice. Et j'ai également des activités de formatrice au sein notamment de la fondation Sève, qui a été créée par Frédéric Lenoir pour les ateliers de philosophie avec les enfants et les adolescents, avec une introduction par la pratique de l'attention avant le démarrage de l'atelier philo. Voilà grosso modo mes activités autour de la mindfulness pour les enfants et les ados. D'accord. Quand vous avez utilisé plusieurs synonymes, mindfulness, pleine conscience, vous en avez utilisé 3 ou 4, est-ce que pour vous ce sont vraiment des synonymes ou est-ce que chaque terme apporte des précisions différentes? Alors ce sont vraiment des synonymes. C'est vrai que donc le programme MBSR dont je vous ai parlé au départ, auquel je me suis formée pour transmettre aux adultes à l'origine, a été créé il y a une 40aine d'années aux États-Unis par Jon Kabat-Zinn, donc un Américain. Et le terme de mindfulness, c'est un terme qui, selon les traductions, a différentes connotations en français, mais ce sont vraiment des traductions synonymes. Donc quand on parle de pleine conscience, c'est vrai que ça fait vraiment référence à des dimensions mentales. Donc ça peut prêter à confusion parce qu'on va le voir, la méditation de pleine conscience est vraiment ancrée dans l'instant présent sur le corps. Donc ça n'est pas une pratique purement mentale, et c'est justement pour observer son mental, on y reviendra. C'est pour ça que des traductions ou des synonymes comme pleine présence, qui font vraiment référence à l'instant présent, qui est vraiment au cœur de la pratique de mindfulness, ou présence attentive, ou pleine attention, puisque on est vraiment dans cette intention d'être attentif à ce qui est là. Ce sont des définitions qui prêtent peut-être un peu moins à confusion que pleine conscience, sachant que pleine conscience, c'est quand même la définition officielle, donc c'est quand même le terme qu'on retrouve le plus souvent. Mais ce sont des synonymes pour parler de la même chose, qui est cette mindfulness, dont je pense on va voir ensemble les origines à un moment ou à un autre. Allez-y, c'est maintenant. Donc, comme je vous le disais, Jon Kabat-Zinn a souhaité développer ce protocole il y a plus de 40 ans aux États-Unis parce qu'il avait lui-même une pratique méditative issue du bouddhisme, et il s'est rendu compte que cette dimension religieuse n'était pas forcément la plus accessible à tous, et donc il a souhaité laïciser la pratique et créer un protocole donc de réduction du stress basé sur la pleine conscience, qui soit accessible au plus grand nombre, et en particulier dans son cas aux personnes avec des pathologies liées au stress, donc des pathologies psychologiques ou des pathologies physiques, physiologiques. Donc la démarche originelle est une démarche scientifique et médicale. Donc ce protocole a été formalisé pour être aidant à la fois pour des personnes qui avaient des pathologies liées au stress, mais également ça s'est développé de plus en plus pour l'ensemble de la population, je vais dire, et dans des domaines assez différents, puisque maintenant aux États-Unis et un peu partout dans le monde, on voit apparaître des MBI, Mindfulness Based Interventions, donc des interventions basées sur la pleine conscience, comme par exemple le protocole MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, ou d'autres interventions, dont les interventions
auprès des enfants qui n'ont pas forcément de pathologie et qui sont aussi des pratiques pour la vie en fait. Alors, qu'est-ce que la mindfulness, qu'est-ce que la méditation de pleine présence? C'est être intentionnellement dans l'instant présent, avec bienveillance, avec ouverture, avec curiosité, sans juger et sans nécessité d'agir. Donc, c'est assez différent de ce que le cerveau fait spontanément, puisque le cerveau humain est programmé pour être beaucoup dans l'anticipation du danger, l'anticipation des différentes dimensions négatives qui peuvent nuire à la survie de l'espèce. Hein. C'est pour ça que l'espèce humaine est encore là quelques milliers d'années après son apparition sur Terre, parce qu'on a cette capacité à anticiper, à prévoir et même à déterminer quelles sont les zones de danger pour la survie, et également la capacité à se souvenir du passé pour en tirer un certain nombre de leçons et d'expériences, soit à renouveler, soit à éviter. Donc ces deux dimensions, le futur et le passé, sont vraiment très très présentes dans notre mental. Or, ce sont des dimensions qui sont liées à la survie. Et effectivement, elles sont indispensables. Le stress est indispensable parce que c'est effectivement un déclencheur d'action. Mais dans nos sociétés occidentales, on est de plus en plus sous stress, de plus en plus souvent. Et on a manifestement beaucoup moins besoin de guetter le prédateur qui va nous dévorer ou l'intempérie qui va nous laisser sans toit et éventuellement sans possibilité de se nourrir. Et donc en fait on tourne en boucle avec ce stress, alors que initialement et pour la plupart des autres espèces animales, le stress c'est ponctuel et ensuite on reprend sa vie normale, paisible, jusqu'au prochain stress. Donc, Jon Kabat-Zinn a développé ce programme pour qu'on puisse retrouver ces moments de pause naturelle, qui sont de moins en moins fréquents également parce qu'on est de plus en plus connectés. Et c'est vrai que toutes ces stimulations liées aux connexions informatiques, aux écrans, aux téléphones, etc., ce sont des stimulations qui vont nous éloigner de l'instant présent, de ce qu'on est en train de vivre, et qui vont être cause de stress, voire d'anxiété, de dépression, si ça va beaucoup plus loin. Donc ça, c'est du point de vue du stress. Après, comme je vous l'ai dit, cette méditation de pleine conscience, elle est basée sur l'attention. Donc l'attention à l'instant présent. Et cette attention, elle est également sursollicitée par des notifications, par des injonctions de performance, de loisirs, de distraction. Donc on a de moins en moins la possibilité de se poser, de s'ennuyer, de rêver, d'être attentif aux petites choses qui sont là, parce que les stimulations sont très très attractives. Hein. Tous les moteurs de recherche, les jeux vidéo et les différents divertissements modernes cherchent à capter notre attention. Donc on a de moins en moins de moments où notre attention va se poser sur ce qui est là. Et beaucoup avec des injonctions de performance. Hein. Quand on fait un jeu vidéo, on veut gagner, il y a un résultat à obtenir. Les systèmes scolaires de nos sociétés sont de plus en plus compétitifs. Donc, il y a vraiment beaucoup et de stimulation et d'objectifs de résultats. Donc, se poser dans l'instant présent avec curiosité, ouverture, sans jugement, c'est vraiment ce dont notre cerveau a besoin pour se poser, pour se ressourcer et pour être attentif à ce qui est bien, à ce qui est beau, à ce qui nous fait du bien. Et en fait, le meilleur support, c'est le corps. C'est pour ça que je vous disais que
la traduction pleine conscience peut porter à confusion parce qu'en fait, la méditation de pleine conscience, elle est basée sur l'observation à travers notre outil merveilleux qui est le corps, qui est toujours dans l'instant présent. Le corps, il n'est pas dans 5 minutes ni il y a 5 minutes, il est vraiment là. Et c'est un support attentionnel merveilleux à travers nos 5 sens. Redécouvrir tout ce que la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe peuvent nous apporter. C'est vrai qu'on est dans des sociétés où l'ouïe est beaucoup utilisé, la vue est surutilisée, et en fait, tout ce qui est touché, tout ce qui est goût. Donc, il y a beaucoup de pratiques, les yeux fermés, justement, parce qu'on choisit un support attentionnel à la fois. Et ça nous permet aussi, parce que non seulement le cerveau est câblé pour être particulièrement attentif au futur et au passé, mais il est particulièrement attentif également à tout ce qui est négatif, comme je vous le disais, pour la survie de l'espèce. Donc, dans les 4 émotions de base, il n'y en a qu'une qui soit positive, c'est la joie, et les 3 autres qui prennent beaucoup, beaucoup de place, c'est la peur, c'est la colère et la tristesse. Et en fait, dans ces moments de pleine présence, on va aussi travailler tout ce qu'on ne voit plus, parce qu'on est obnubilé par nos 3 émotions principales. Donc tous les petits plaisirs, tous les petits bonheurs, toutes les petites joies, pour que ce stress et ces émotions négatives ne prennent pas toute la place. Ah oui. C'est une définition très, 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 très détaillée, mais je pense que c'est important. Oui. Après, on peut revenir sur chaque point oui. En détail également. Oui, j'aime beaucoup cette définition. La question qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, parce que j'avais un petit peu lu les travaux de Jeanne Fachin, et je me rappelle de cette phrase en particulier qu'elle avait prononcée. Elle disait que les moments de pleine conscience, c'était pas forcément s'arrêter pendant 10 minutes et ne plus rien faire et méditer, mais être en pleine conscience tout au long de la journée. Et elle disait que quand ses patients remplissaient un chèque, c'était un moment où elle pouvait prendre 40 secondes et voilà, faire attention à ce qu'elle ressentait dans son corps, comme un moment de pleine conscience, mais même si c'était que 40 secondes, si c'était pas un temps de méditation. Donc j'aimerais vous poser cette question. Comment ça se passe, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ou avec les enfants, puisque nos auditeurs travaillent avec des enfants. J'imagine que ce sont des séances bien délimitées dans le temps, mais est-ce que votre objectif, c'est aussi de leur apprendre à être en pleine conscience à d'autres moments de la journée? Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. La première réponse que je peux donner, c'est que quand on parle de pleine conscience, il y a effectivement la méditation formelle, la pratique pendant laquelle on se pose. On est le plus possible dans le silence, justement pour que l'ouïe ne soit pas sursollicité et pour pouvoir observer avec d'autres sens. Parce qu'en plus des 5 sens, bien sûr, il y a la pensée. Donc, il y a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos 5 sens nous permettant de capter ce qui se passe à l'extérieur. Il y a aussi nos pensées. Donc, le plus possible en silence, le plus possible dans l'immobilité, parce qu'effectivement, quand on ne bouge pas, quand on n'est pas dans l'action, on peut être encore plus attentif. Et le plus possible, les yeux fermés, ou en tout cas, le regard ne portant sur rien. Donc ça, c'est la méditation de pleine conscience, on va dire formelle. Et puis il y a tous les moments de pleine conscience informels qui sont effectivement dans la vie quotidienne, donc avec les yeux ouverts, en mouvement, avec des actions à mener. Mais ces actions, on peut les mener avec attention, justement, avec conscience. Donc se laver les dents, ouvrir une porte, appuyer sur un interrupteur, tout ça, on peut le faire en pleine conscience et on le fait avec toute notre attention. Donc ça, c'est des pratiques informelles. Il se trouve que pour dans les programmes pour les enfants et les ados, il y a des pratiques méditatives
en mouvement. Donc là, c'est une pratique formelle, mais en mouvement. Il y a des pratiques pendant lesquelles on va, par exemple, être debout, être allongé. Donc la posture assise n'est pas non plus incontournable. Et donc, mais pour les adultes aussi, hein, dans le programme MBSR, toutes les pratiques dont je vais vous parler pour les enfants, en fait, elles sont adaptées du programme MBSR qui a été créé pour les adultes. Donc, les 4 grandes pratiques formelles fondamentales de la méditation de pleine conscience, c'est la méditation assise en silence, la méditation en mouvement marché, ou bien des mouvements en pleine conscience, donc soit la marche consciente, soit des mouvements en pleine conscience, qui sont d'ailleurs issus du Hatha Yoga, donc des mouvements du Hatha Yoga en pleine conscience. Le scan corporel, qui se fait en général allongé, mais qui peut se faire assis aussi, où on va prendre conscience des parties de notre corps les unes après les autres, comme si on passait notre corps dans un scanner. Et puis, une pratique qui est un petit peu plus courte, mais qui est en fait ce que Jeanne Siofachin appelle le stop, feel, go. On s'arrête, on prend conscience de ce qui est là. Donc, est-ce que c'était une pensée? Est-ce que c'était une sensation corporelle, une émotion? On respire pendant quelques instants, on l'observe, ce qui est là. Et puis, toujours sans juger, sans nécessité d'en faire quelque chose, simplement accueillir ce qui est là. Et puis, on repart. Donc ça, c'est vraiment la base, la colonne vertébrale du programme MBSR. Donc, dans toutes les pratiques, dans toutes les séances de ce programme MBSR, qui est un programme en 8 séances, donc sur 8 semaines, une séance principale par semaine, et puis une séance quotidienne plus courte qu'on fait individuellement après avoir suivi la séance principale en groupe, on va retrouver une de ces pratiques formelles. Et puis, des déclinaisons, il y a des déclinaisons à l'infini sur cette structure. Et dans les programmes pour enfants, c'est la même chose. Alors, les programmes sont sur des séances plus courtes, avec des pratiques qui vont être adaptées en termes de vocabulaire, en termes d'images, d'exemples, et qui sont ludiques, hein, qui sont vraiment tout à fait adaptés aux enfants. Et puis, dans le programme MBSR comme dans les programmes pour enfants, après chaque pratique, il y a un échange qu'on appelle le dialogue exploratoire, c'est-à-dire qu'il y a la pratique pendant laquelle chacun vit son expérience, et ensuite, on en parle. Et c'est pour ça que ces programmes sont en groupe. Ça permet à la fois, quand on en parle, vraiment de mettre des mots sur son expérience, donc de la conscientiser, hein. Ça passe vraiment beaucoup par la verbalisation. Et puis, ça permet aussi, dans le groupe, de se rendre compte que certaines choses qu'on a ressenties, dont on a peut-être un peu honte ou qui nous paraissent super bizarres, on n'est pas les seuls. Donc, une forme d'universalité de notre humanité et de nos ressentis d'expérience. Ou au contraire, des choses qui nous paraissent évidentes, dont on se dit c'est même pas la peine d'en parler, mais en fait, il y a de multiples points de vue, il y a de multiples façons de le ressentir, et là, on se retrouve à découvrir ce respect de différents points de vue, de différents ressentis, et de cette altérité. Donc, l'universalité et l'altérité sont particulièrement importantes dans ces moments d'échange. Et donc, avec les enfants, c'est précieux parce qu'ils se rendent compte que, en fait, ce qu'ils ressentent, c'est tout à fait normal, et que on est tous différents, on est tous des êtres humains, on partage tous de grandes constantes, mais on a tous notre personnalité, notre individualité, et c'est très très riche pour eux, ces moments d'échange après les pratiques.
Et j'ai l'impression que tout ce que vous décrivez, c'est un pas vers la CNV, vers la communication non violente. Parce que le fait d'être conscient des émotions que l'on ressent, c'est un peu la première étape dans le processus de CNV. Alors oui, il y a de grands débats. Est-ce que c'est une première étape ou est-ce que la CNV est une formalisation de la pleine conscience? Mais je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire de CNV si on n'est pas en pleine conscience. Et je pense que quand on est à la fois dans le dialogue exploratoire, si on n'a pas effectivement les grands principes de la CNV bien ancrés, c'est ce que je vous ai énoncé au départ, hein, cette bienveillance, cette curiosité, cette ouverture, le fait de parler de soi et pas de parler de l'autre. Voilà, donc pour moi... Mais là, c'est parce que vraiment la méditation de pleine conscience me passionne et que j'y consacre vraiment maintenant toute ma vie, je dirais. La CNV découle de la pleine conscience. Mais après, on va pas épiloguer. Je pense que les deux sont des disciplines et des pratiques merveilleuses et fondamentales pour les êtres humains que nous sommes. Et pour les enfants, le plus jeune possible et le plus tôt possible, on découvre ça et mieux c'est. C'est vraiment un cadeau pour la vie. Voilà. Et donc là, en ce moment, est-ce que vous animez des ateliers de 8 séances comme vous avez décrit? Oui, j'en anime. Alors, un petit peu moins en classe parce que c'est un peu compliqué, mais là, on est en train de préparer un programme qui va démarrer en classe juste à la rentrée de janvier. Et à l'association Enfance et Attention, donc les instructeurs, c'est une association professionnelle qui regroupe tous les instructeurs formés aux méthodes de méditation de pleine conscience pour les enfants et les adolescents. Et donc, il y en a qui sont soit enseignants et qui pratiquent avec leurs élèves dans leur classe, soit des intervenants extérieurs. Dans certaines écoles, les interventions sont possibles en fonction de l'âge des enfants, en respectant les gestes barrières. On peut le faire. Moi, là, c'est une classe de CP, donc on a préféré attendre la rentrée et j'espère que ça ne sera pas compromis. On aura nos masques, mais au moins on pourra échanger. Et donc, si les enseignants qui nous écoutent sont intéressés pour leurs enfants, pour leurs élèves, ils peuvent contacter l'association pour avoir... Ils peuvent contacter l'association. Donc, sur le site de l'association, il y a toutes les informations sur les différentes formations professionnelles que j'ai évoquées. Ou s'ils veulent accueillir un intervenant extérieur dans leur classe, ils trouveront également... les coordonnées des instructeurs certifiés. L'association n'est pas centre de formation, donc les formations dont on parle, voilà, on n'a aucun intérêt financier, c'est vraiment important pour nous d'être totalement objectifs sur les différentes formations qui sont accueillies à l'association. Et puis il y a de multiples ressources de bibliographies, d'articles, d'études scientifiques aussi, puisque une des missions de l'association Enfance et Attention, en plus d'informer et de mettre en contact les parents et les professionnels de la méditation de pleine conscience, ça a été aussi de développer la recherche scientifique, parce que autant il y a beaucoup de recherches dans les pays anglo-saxons, autant en France, il y avait vraiment très très peu de choses, et on a pu contribuer à mettre en place avec l'INSERM une grande étude qui a été menée dans les écoles sur la méditation de pleine conscience. Donc, il y a de premiers résultats assez intéressants qui ont été publiés donc, il y a quasiment un an, l'hiver dernier. Et là, peut-être vous en avez entendu parler, l'Éducation nationale et son ministère ont accepté de mettre en place une grande expérimentation nationale de grande ampleur sur la méditation de pleine conscience dans les écoles. Donc on est en train de travailler à un protocole avec les chercheurs pour amplifier la recherche et corroborer les premiers résultats qu'on a pu observer. Ah oui, ça fait du bien d'entendre une bonne nouvelle vu tout ce qu'on vit en ce moment.
Donc tout ça, vous le trouverez sur le site, tous les articles, parce qu'il y a eu des déclarations dans la presse. Et les députés, puisque je vous ai dit dans le cadre de l'autre association que j'ai co-créée, l'initiative Mindfulness France, les députés méditent maintenant, il y a des députés qui méditent, une quarantaine, depuis 3-4 ans maintenant, des groupes adaptés des cycles MBSR, donc pour les députés, et un certain nombre d'entre eux s'engagent maintenant dans des réflexions de politique publique autour de la mindfulness, et en particulier dans le domaine de l'éducation. Donc, parmi les bonnes nouvelles, c'est aussi des choses qui sont assez positives et enthousiasmantes. C'est sûr. J'aimerais vous poser la question de la différence entre l'attention et la concentration. On entend souvent, en tant qu'enseignant, c'est une phrase qu'on peut avoir tendance à dire à nos élèves, mais soyez attentifs, concentrez-vous. Donc j'aimerais déjà que vous précisiez la différence entre l'attention et la concentration. Et bon, j'imagine que ça ne suffit pas de leur donner cette injonction. Quels outils ou comment on peut faire pour les aider à être plus attentifs? Alors, on sait que l'attention, c'est le premier pilier de l'apprentissage, mais comment faire pour les aider à être plus attentifs? Oui, alors justement, quand on intervient dans les écoles, souvent, même quasiment à chaque fois quand c'est possible, on fait une réunion d'information avec les parents. Ah oui. Bien sûr, avec les enseignants en amont, mais avec les parents. Et quand on leur explique qu'on va enfin apprendre aux enfants à faire attention, il y a un gros soulagement, parce qu'effectivement, on demande souvent aux enfants d'être attentifs, mais on leur explique rarement comment faire pour être attentifs. Donc ça, c'est sur l'attention. Et effectivement, il y a différentes formes d'attention. La concentration en est une. C'est une attention focalisée, donc sur un support attentionnel précis et ponctuel. Et pendant une durée assez courte, parce qu'on ne peut pas se concentrer pendant des heures. Donc la concentration, c'est une forme d'attention focalisée et pendant un temps court. Il y a des formes d'attention ouvertes. Donc dans la méditation de pleine conscience, il y a des pratiques pareilles d'attention avec des supports focalisés, précis, pendant un temps court, et puis des supports attentionnels plus vastes, pendant lesquels on peut proposer de à la fois faire attention et d'être attentif à sa respiration, et puis petit à petit d'élargir le champ attentionnel à ses sensations corporelles, aux sons qui nous entourent, à la température qu'on ressent. Donc voilà, c'est différentes formes d'attention. Et effectivement, l'émission Grand Bien vous fasse, dont vous avez parlé en introduction, alors je ne sais pas de laquelle vous parlez parce que j'ai participé à 2 émissions, et il y en avait une avec Jean-Philippe Lachaud qui est chercheur à l'INSERM et qui parlait aussi de l'attention, qui est un spécialiste de l'attention. Et donc, pendant les programmes de méditation de pleine conscience avec les enfants, d'ailleurs la méthode Eileen Snell au départ s'appelait « L'attention, ça marche ». Parce que effectivement c'est la base, et c'est aussi pour ça que notre association s'appelle Enfance et Attention, parce que c'est vraiment le cœur de la méditation de pleine conscience ou de pleine attention. On apprend aux enfants à faire attention, en commençant par l'attention focalisée, puisque c'est effectivement la plus simple et la plus immédiate, avec des supports attentionnels accessibles à tous. Il y en a un qui est formidable, qu'on a tous sous la main, où que l'on soit et quoi que l'on fasse, c'est notre respiration. Et la respiration a ça d'intéressant, qu'elle est facilement identifiable pour tous et aussi pour les enfants, parce qu'elle change. Donc, il y a un côté curieux, presque ludique, par rapport à un support inerte qui pourrait
sembler toujours identiques. Donc, quand on propose aux enfants la toute première fois de poser leurs mains sur leur ventre, parce que c'est ce qui leur permet de toucher, de toucher à la fois au sens propre et au sens figuré ce qu'est la respiration, on leur propose de sentir si leur respiration est rapide ou lente, si elle est profonde ou légère. Alors, avec des mots différents selon l'âge, hein, bien sûr. Parfois, on leur propose même de poser un petit objet sur leur ventre, puisque la vue est vraiment quelque chose de très, très courant dans nos sociétés. La visualisation peut les rassurer aussi. Donc, c'est le premier support attentionnel. Et puis, les sons, on commence souvent les pratiques en faisant sonner une petite clochette. On propose aux enfants d'écouter jusqu'au bout. C'est une clochette qui résonne longtemps, donc ça permet aux enfants de se poser. Et tout ça, c'est des supports qui sont concrets, hein, vraiment à travers le toucher des mains, à travers l'ouïe, à travers des dimensions vraiment palpables, au sens premier du terme. On permet aux enfants de comprendre et d'appréhender vraiment sensiblement ce qu'est l'attention, ce qu'est être attentif. Et puis après, on va leur expliquer, se concentrer, ça va être de porter son attention sur une seule chose à la fois et pendant un temps donné avec une consigne donnée. Sachant qu'on fait bien la différence entre ce qui se passe pendant la pratique de la méditation, pendant laquelle il n'y a rien à réussir. Ce qui compte, c'est vraiment d'observer son expérience et personne mieux que soi-même ne peut savoir si on a faim, si on a froid, si on a peur. Donc, tout ce qu'on ressent, c'est bien parce que c'est notre expérience à nous. Et ce qui compte, c'est vraiment simplement de se rendre compte de ce qu'on vit et de ce qu'on expérimente. Donc ça, c'est très différent de ce qui se passe en classe, de ce qui se passe dans les apprentissages, où en général, il y a une consigne, il y a un résultat à obtenir, il y a quelque chose à partager et ensuite il va peut-être y avoir une note ou une évaluation. Donc on leur explique, voilà, c'est pas la même chose, mais ça permet de savoir ce qu'on ressent maintenant. Ça permet, si on a soif, par exemple, de se rendre compte qu'on a soif et du coup, on peut décider ensuite de boire et ça ne va pas prendre toute la place parce qu'on est perturbé ou parce qu'on a peur ou parce qu'on est triste. Et du coup, ça libère un espace pour l'enfant qui va lui permettre d'être ouvert à un apprentissage, ouvert peut-être à une verbalisation de quelque chose qui, une fois que c'est accueilli, on peut passer à autre chose. Donc, c'est assez utile d'être attentif à ce qui est là pour soi. Je vous remercie beaucoup, Laurence. On va terminer, si vous le voulez bien, avec les 3 questions habituelles. Est-ce que vous avez un livre, oui, peu importe l'ordre, un livre déjà pour commencer que vous aimeriez partager avec les auditeurs? Oui, le livre en fait, c'est le premier livre en fait que j'ai lu sur le sujet quand j'ai découvert la méditation pleine conscience pour les enfants, parce que ce que j'ai pas raconté dans mon parcours, c'est que moi je méditais déjà depuis 7-8 ans quand j'ai décidé de partager ça avec les enfants, et je me suis dit mais peut-être qu'il existe déjà des pratiques pour les enfants. Et j'ai découvert le livre d'Eline Snell, Calme et attentif comme une grenouille. Donc voilà, moi c'est ce que je recommande. C'est aussi le premier livre qui a été écrit sur le sujet, donc il y a beaucoup d'autres livres qui sont très bien, hein, mais certains reprennent certaines dimensions. Après c'est une question de personnalité. Moi c'est vraiment le livre dont j'ai envie de parler parce que c'est la base, s'il faut en choisir qu'un, parce que j'ai cru comprendre que c'était ça. Oui, mais si vous avez envie d'en partager un deuxième ou un troisième, allez-y. Comment ? Si vous voulez en partager un deuxième ou un troisième, ne vous gênez pas. Alors, le deuxième, ça serait
Méditer jour après jour de Christophe André, qui a d'ailleurs préfacé le livre Calme et attentif comme une grenouille d'Eline Snell. Alors tous ces livres sont des livres avec des CD audio et les audios des méditations de Christophe André, je suis fan. Bon, il se trouve que Christophe André est membre d'honneur d'Enfance et Attention et de l'initiative Mindfulness France, donc voilà, on l'a sollicité parce que vraiment pour nous c'est un grand à la fois médiatisateur de la méditation de pleine conscience et un grand praticien, et il incarne vraiment humainement très très bien tout ce dont il parle. Et puis peut-être pour les ados, j'ai beaucoup apprécié aussi le livre Comment ne pas finir comme tes parents de Swazik Michelot et Anaëlle Assier, qui parle de la méditation de pleine conscience pour les ados et les jeunes adultes avec beaucoup d'humour, et c'est vraiment un chouette livre. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais bon, je vais m'arrêter à 3. Je sentais que ça n'était pas possible. Mais Calme et attentif comme une grenouille, je ne me rappelle plus du contenu du livre, mais j'ai beaucoup utilisé le CD en classe. Enfin, je continue de l'utiliser en fait, parce que c'est comme si j'avais conscience de tous les bénéfices de la pleine conscience, mais comme j'ai jamais eu l'occasion encore de me former, j'utilise ce petit CD. Je me dis, voilà, c'est une toute petite graine semée, mais c'est mieux que rien du tout. Et voilà, avec les petits, j'utilise toujours l'exercice du spaghetti, qui est, je trouve, voilà, très, très concret. Et voilà, donc c'est un CD que j'adore et que je recommande aussi aux auditeurs, pour les petits. Oui. Le livre pour les ados est accompagné d'un CD aussi, ou comme les deux autres? Oui, les 3 livres sont accompagnés d'un CD. Ouais. D'accord. Mais c'est bien, parce que du coup, vous nous en avez donné un par tranche d'âge. Ben voilà. Est-ce que vous avez une citation que vous aimeriez partager? Une citation? Oui. Alors, c'est une citation qui est attribuée à différents auteurs, donc je vais d'abord vous la dire, et puis après je vous dirai ce que j'ai trouvé comme auteur. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, avoir le courage de changer les choses sur lesquelles on peut agir, et avoir la sagesse de discerner ce qui peut être changé de ce qui ne peut pas l'être. Et c'est une citation, la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit, mais il y a tout en fait. On a parlé dans la pleine conscience d'accueillir ce qui est là, donc cette notion d'acceptation. Quand c'est là, si on est en colère et qu'on refuse d'être en colère, on va en rajouter et ça va ne faire qu'amplifier les choses, alors que souvent une émotion, quand on l'accepte, si on ne la nourrit pas, elle disparaît en quelques secondes. Avoir le courage de changer les choses sur lesquelles on peut agir, ça me parle beaucoup, parce que c'est mon engagement. Quand j'ai créé l'association Enfance et Attention, tout le monde m'a dit ah non, la méditation, tout le monde va te traiter de sectaire, voire d'entriste religieux. Dans l'éducation nationale, encore moins. Avec les enfants, c'est trop compliqué. Voilà, mais voilà, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est tellement fondamental et merveilleux que j'ai ce courage, j'ai cet engagement et cette envie de partager. Et avoir la sagesse de discerner ce qui peut être changé de ce qui ne peut pas l'être, c'est aussi tout le discernement, toute la clarté d'esprit que nous permet aussi la pratique de la pleine conscience. Parce que quand on se pose et quand on observe ce qui est là dans l'instant présent, il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de croyances, beaucoup de pensées toxiques, beaucoup d'émotions négatives qui disparaissent parce qu'on se rend compte de ce qui est là. Et bien sûr, il y a des émotions désagréables. Quand je dis émotions négatives, c'est vraiment un terme inadapté, parce que toutes les émotions sont positives dans le sens où elles sont utiles, mais il y en a qui sont désagréables, ou il y en a qu'on nourrit parce qu'on est emporté par son émotion. Et donc, avoir la sagesse de discerner ce qui est là, ce qu'on peut changer et ce qu'il faut simplement accueillir parce que c'est là et qu'on n'y peut rien, pour moi, c'est vraiment la base et toute la richesse et toute la beauté de la pleine conscience.
Bon, cette citation est souvent attribuée à Marc Aurèle, donc pour donner une source, je vais choisir celle-là, mais je sais qu'il y a de nombreuses autres sources. D'accord. Et on va terminer avec un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors mon coup de cœur, je crois que vous l'avez compris, donc je vais plutôt finir sur un coup de gueule. Et puis, bon, comme je suis quelqu'un de très positif et très optimiste, ça fera aussi la balance, parce qu'il ne faut pas croire qu'on est dans un pays où c'est facile de pratiquer la méditation de pleine conscience avec les enfants, et encore moins à l'école, même si ça se développe énormément, même si ça vous intéresse, vous pouvez lire sur le site de l'Initiative Mindfulness France un rapport dans lequel on parle de l'ampleur que prend la méditation dans la société française, et en particulier dans le domaine de l'éducation. On a fait des enquêtes et il y a maintenant des milliers d'enfants et d'élèves qui ont été initiés à la méditation de pleine conscience. Il y a quand même beaucoup de freins. Il y a des inspecteurs d'académie qui refusent alors que les enseignants sont partants, les parents sont partants, les directeurs d'établissement sont partants. Donc c'est pas évident. Et puis il y a aussi beaucoup de dérives. Donc c'est important, on a parlé des formations, c'est important de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc pour transmettre aux enfants la pratique de l'attention consciente, c'est important d'être soi-même formé et de pratiquer soi-même pour être stable, pour être ancré. On va manipuler avec les enfants des émotions, des pensées. Les enfants vont nous confier des choses assez intime, hein. Quand on observe son mental, on se dévoile. Et donc, c'est important d'être formé, d'être soi-même stable pour accompagner et accueillir tout ça. Et donc, il y a des dérives à la fois par des gens qui sans scrupules, qui font un peu n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, il y a aussi des dérives parce que la méditation de pleine conscience peut être utilitarisé et ça, je trouve ça assez dommage. C'est un peu une mode, donc pour rendre vos enfants plus performants, pour rendre vos enfants plus calmes, vos enfants et vos élèves d'ailleurs, alors que justement, si on a un objectif, c'est le contraire de la méditation de pleine conscience. C'est observer ce qui est là, et si quand on observe ce qui est là, c'est pas du calme, mais c'est au contraire de l'agitation, il ne faut pas culpabiliser les gamins, et c'est justement parce qu'on leur offre cet espace de liberté pour observer leur agitation, pour mettre des mots sur leur agitation, que peut-être le bénéfice, ça va être ce lâcher prise, cette ouverture et cet apaisement une fois qu'on a observé cette agitation, qu'on a compris pourquoi elle était là. Donc c'est pas de la discipline, c'est pas non plus de la performance, hein. On a parlé de cet entraînement à l'attention, mais c'est pas parce qu'on dit à un enfant va méditer comme ça, ensuite tu pourras te concentrer sur tes devoirs, que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est permettre à l'enfant d'observer ce qui occupe son mental à ce moment-là, et si on lui laisse la liberté à la fois d'accueillir ce qui occupe son mental, d'en parler, de le comprendre, peut-être par la suite, ça peut laisser de la place pour un apprentissage, pour un dialogue, pour une résolution de conflits, pour tout ce qui, par la suite, peut s'avérer nécessaire. Donc, arrêtons de présenter la méditation comme une baguette magique, un outil à la fois de discipline et de performance, parce que c'est contre-intuitif, mais c'est justement quand on arrête de penser que c'est une baguette magique que parfois ça le devient. Et moi, je vis à chaque fois avec les enfants de merveilleux moments magiques, parce que justement, on a lâché prise, on a laissé tomber toutes nos attentes. Et c'est vrai qu'on est des êtres humains, on est bourrés d'attentes. Moi-même, à chaque fois, les enfants sont de merveilleux maîtres de patience et d'ouverture et de curiosité, parce que malgré tout, on arrive avec des attentes. Et puis à chaque fois, ils nous ouvrent tellement d'autres portes et tellement d'autres horizons
je peux pas m'empêcher de finir par un coup de cœur, mais voilà. Oui. Si on arrête d'être dans l'objectif et la performance, on découvre des choses merveilleuses. Donc, et comme dit Jon Kabat-Zinn, une fois que la mode de la méditation de pleine conscience sera passée, ben nous, on continuera à travailler sérieusement et les charlatans et les opportunistes passeront leur chemin. Donc, voilà. C'est une très belle... voilà, les mots de la fin sont parfaits. Merci beaucoup Laurence d'avoir partagé tout ce qui vous passionne, on le sent. Alors Laurence, j'avais interrompu l'enregistrement pensant que c'était terminé et je vous ai partagé quelque chose de plus personnel et vous avez envie de donner votre point de vue aux auditeurs. Je vous disais que j'avais essayé il y a plusieurs années de méditer en écoutant les CD de Christophe André, mais que j'arrivais pas à me poser en fait. Soit c'était en début d'après-midi, je m'endormais, soit c'était à un autre moment de la journée, mais je n'arrivais pas à calmer mon esprit, j'étais toujours en train de penser à toutes les choses que j'avais à faire et finalement je me culpabilisais de prendre ce quart d'heure pour moi. Donc je n'ai encore jamais réussi à méditer sans me culpabiliser. Enfin, peut-être qu'en fait, tout simplement, vous venez de le dire, que pour moi, c'était un outil de performance, parce que je suis tout le temps dans la performance et pas dans le lâcher-prise. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est formidable que vous me posiez cette question, parce que effectivement, il y a beaucoup d'a priori sur la méditation. Le premier a priori étant le temps. Et effectivement, dans le CD de Christophe André, il y a des très courtes méditations. Vous n'avez pas besoin de vous dire que vous avez un quart d'heure devant vous. Vous pouvez faire, je crois, dans mon souvenir, il y a des méditations de 6-7 minutes. Donc choisissez une méditation courte, ou si vraiment les méditations sont plus longues que ça, vous ne faites que quelques minutes du CD. Et puis après, quand vous aurez l'habitude, vous le ferez toute seule. Et là, vous pouvez faire même 30 secondes, même simplement se poser. Le stop feel go dont je vous parlais au début, c'est une des bases de la méditation, de la pratique formelle. Et donc, on n'a pas besoin de plus d'1 minute pour un stop feel go. C'est vraiment s'arrêter, sentir ce qui est là dans son corps, quelles sensations. Si vous êtes en train de marcher, vous vous arrêtez, vous arrêtez debout, vous n'avez pas besoin de vous installer, de vous asseoir. Vous pouvez, dans le métro, à tout moment. Donc, cette notion de temps, c'est vraiment un obstacle que les gens imaginent et qui n'en est pas un. Alors bien sûr, il faut avoir d'abord un peu écouté ce que c'est que le stop feel go, avoir compris ce qu'est la méditation, mais une fois que vous avez peut-être pris le temps de lire ou d'écouter quelques audios, il y a des applications aussi qui sont d'accès gratuit. J'en ai pas parlé parce que vous me demandiez un livre, mais moi, j'ai aucun intérêt financier dans aucune maison d'édition ni aucune maison d'application. Mais il y a des applications gratuites sur Mind, par exemple, ou Petit Bambou, ou Headspace. Donc, ces trois applications, vous pouvez faire juste quelques audios, et il y a des audios vraiment très, très courts. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur l'intention. J'ai trop de choses en tête, je ne vais jamais pouvoir me poser. C'est pour ça que dans la méditation et la pratique formelle, il y a des pratiques en mouvement. Donc, simplement vous dire, là, ma tête n'est pas disponible, simplement, je vais me poser dans mon corps. Donc, vous arrêtez, peut-être vous étirez et sentir tout ce qui se passe dans votre corps quand vous tendez les bras vers le haut. Ou vous mettre debout et faire quelques pas en observant tout ce qui se passe dans votre corps, très lentement. Quand vous levez un pied, que vous le reposez, vous déroulez depuis le talon jusqu'à la pointe des orteils, juste quelques pas. Et là, effectivement, votre mental, il y a quelque chose d'assez particulier qu'on oublie souvent, alors qu'on dit aux enfants de se concentrer, c'est que le mental ne peut se poser que sur une seule chose à la fois. Quand on fait les choses automatiquement, bien sûr, les pensées peuvent divaguer. Mais si vous portez votre mental sur un pas très lentement en pleine conscience,
votre mental va se poser sur votre mouvement. Donc, c'est vraiment des petites choses qui vont vous permettre de pratiquer. Et puis après, peut-être vous passerez à 5 minutes, peut-être après vous passerez à 10 minutes, peut-être après vous passerez en position assise, peut-être après vous passerez dans le silence. Donc ne vous donnez pas tout de suite des objectifs énormes et inatteignables, irréalistes. Pratiquez vraiment juste, écoutez les sons, même dans votre lit le matin, avant peut-être de vous lever tout de suite. 30 secondes, j'écoute les sons. 30 secondes, je sens les sensations de l'air sur ma peau, sur mon visage quand je me réveille. Voilà, des petites choses et sans vous juger si vous n'avez pas le temps, mais ne pas vous dire demain je le ferai, demain j'aurai du temps, demain je serai plus disponible, demain ça sera les vacances, c'est vrai. Peut-être dès aujourd'hui, là, dès que vous allez arrêter d'écouter ce podcast, vous allez vous lever, ou vous allez ouvrir une porte, le faire lentement, en pleine conscience et un petit peu chaque jour, et des petits pas. Et il y a beaucoup d'enseignants qui me disent qu'ils utilisent le CD du livre pour enfants pour eux, parce qu'ils n'ont pas plus de temps à y consacrer, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher. Donc n'hésitez pas, il y a plein d'applications et plein de petites astuces qui peuvent vous aider à commencer à pratiquer. Merci beaucoup Laurence. Et je pense que ça va donner envie à de nombreux, enfin à tous les auditeurs qui nous écoutent de se replonger dans ce processus de pleine conscience. Ça m'a moi-même redonné envie en tant qu'adulte, pas en tant que, dans ma vie personnelle, pas professionnelle, je veux dire, de réécouter Christophe André, parce qu'il est là, le CD, mais ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Donc vous avez réussi à me redonner envie. Génial, merci à vous Céline pour votre invitation et vos questions bienveillantes et passionnantes. Merci. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!